Bienvenue à vous sur le plateau du Rendez-vous des experts. Très heureux de vous retrouver pour votre émission de conseil en partenariat avec l'Ordre des experts comptables Marseille-PACA. Notre invité cette semaine, Maëva Peterbot, bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sûr expert comptable. On va évoquer avec vous un dossier qui nous concerne tous, en tout cas qui à terme devrait nous concerner tous. C'est un peu un objectif de vie, c'est le bien immobilier qu'on achète, le bien immobilier qu'on habite. Ça concerne aussi les entreprises, bien sûr, mais dans une moindre mesure pour l'émission qu'on va consacrer à cette thématique-là. On va parler impôts, bien sûr, parce que là, c'est quand même quelque chose de très d'actualité et qui concerne tout le monde. D'abord, une question d'ordre général. C'est une matière, une discipline, l'immobilier, très complexe, mais comme je l'ai dit, qui concerne tout le monde finalement, parce qu'on a tous un rapport quelconque avec un bien immobilier. C'est vrai, l'immobilier concerne vraiment tout le monde, que ce soit les particuliers ou les entreprises. Les entreprises, pour savoir où elles s'installent, est-ce qu'elles louent, est-ce qu'elles achètent leurs locaux professionnels, et aussi les particuliers où on a la résidence principale, les résidences secondaires et les investissements locatifs. Alors, on va parler un peu de tout ça, donc résidence principale, résidence secondaire, investissement locatif. Aujourd'hui, est-ce que dans votre clientèle, autour de vous, dans la profession, vous sentez qu'il y a une vraie interrogation qui émerge sur la façon d'acheter, quel montage choisir. Alors quand on parle de montage, ce n'est pas un montage pour échapper à quoi que ce soit, mais sur le choix d'une SCI, acheter ou pas par ce biais-là, louer, acheter pour louer. Est-ce que ça, c'est des questions sur lesquelles les particuliers ont besoin de vos lumières et sur lesquelles vous pouvez apporter des réponses? Alors, ce sont des questions courantes. Déjà, les chefs d'entreprise qu'on suit nous posent des questions sur leur patrimoine privé. Et il y a également des particuliers qui viennent nous consulter pour des questions justement d'ordre immobilier. Mais c'est encore rare aujourd'hui. Donc il faut qu'ils viennent plus tôt, parce que c'est vrai que souvent, ils viennent une fois que c'est fait et on ne peut pas avoir les mêmes choix et les mêmes options. Les mêmes options, c'est ça. Voilà, puisque le projet est déjà abouti. Alors, on va parler des SCI, parce que ça, c'est un acronyme qu'on entend beaucoup, qu'on voit beaucoup autour de nous. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, rapidement, la philosophie d'une SCI? Alors, une SCI, c'est une société civile immobilière. L'objectif d'une SCI, c'est de détenir donc un bien immobilier et souvent donc de le louer. C'est un contrat, c'est une société donc classique, un contrat de société entre deux personnes qui se réunissent pour investir dans l'immobilier. Alors, il y a une question qu'on vous pose beaucoup, j'imagine, c'est le rapport à la fiscalité. Est-ce que quand on achète via une SCI, parce que ça, c'est une idée reçue, ou en tout cas, des choses qu'on entend beaucoup quand on parle autour de nous, est-ce qu'on paye moins d'impôts? Alors oui, c'est une question qui revient régulièrement, c'est une rumeur, une légende. Et pour vous répondre clairement, non, lorsqu'on est en revenu foncier, on ne paie pas moins d'impôts en SCI, quel que soit le mode de détention, qu'on soit donc en SCI ou en nom propre, on paiera les mêmes impôts parce que les règles de détermination du résultat sont les mêmes. Alors permettez-moi cette question simple, mais du coup, quel est l'avantage de la SCI? Est-ce qu'il y a véritablement un avantage ou c'est juste un cadre, une structure qui est plus appropriée à l'achat d'une résidence, enfin d'un bien immobilier parce que... Oui, alors ça va nous arriver donc de conseiller nos clients de les acheter via une SCI parce que c'est quand même un véritable outil de gestion et de transmission du patrimoine. Mais au niveau de la fiscalité en revenu foncier, c'est identique qu'on soit en SCI ou pas. Voilà, donc sur la transmission, c'est important parce que la transmission, c'est au cœur de l'actualité. Là, il y a beaucoup de débats sur les frais de succession. Est-ce qu'on supprime, on ne supprime pas, on augmente le plafond? Enfin voilà, c'est des questions qui se posent. Et donc, on peut s'adresser à un expert comptable, parce que c'est aussi l'objectif de cette émission, quand on prépare un projet immobilier. Alors, est-ce qu'on peut acheter sa résidence principale en SCI aussi? Oui, c'est tout à fait possible d'acheter sa résidence principale en SCI. Donc, ce n'est pas contre-indiqué. Alors, il y a évidemment un autre type d'achat, c'est l'idée d'en faire une location.
de mettre sur le marché locatif. Comment est-ce qu'on choisit si on le vend, si on le loue nu ou si on le loue meublé? Quelle différence ça fait? Est-ce que là aussi sur la fiscalité ça change un peu la donne ou pas? Alors, entre la location nue et la location meublée, il y a de grandes différences. D'abord, on a la location nue. La location nue, comme son nom l'indique, on va louer le logement vide. On va le louer via un bail. Ce bail, il a une durée de... Enfin, on va le louer pendant 3 ans. Donc ça, c'est la durée du bail. La durée du bail. Et donc la contrainte, quand on loue justement en nu, c'est que pour donner congé aux locataires, c'est plus compliqué parce que c'est que dans des cas précis, notamment lorsqu'on va utiliser le bien pour nous ou pour nos proches. Voilà, donc on ne peut pas expulser, comme on dit, comme on veut, à part à des fins personnelles. Exactement. Du coup, c'est beaucoup plus flexible sur la location meublée. Si on veut du roulement, si on veut louer à des étudiants, par exemple, et bénéficier facilement de son bien pendant l'été, ça c'est classique dans nos régions, il vaut mieux louer meublé. Il vaut mieux louer meublé, donc là, comme son nom l'indique, on le loue avec les meubles. On a un bail qui est précaire, qui peut aller de quelques semaines lorsqu'on fait de la location saisonnière à 1 an lorsqu'on le loue à des étudiants, par exemple, mais pas seulement. Vous pouvez aussi, vous n'êtes pas étudiant, intégrer évidemment un logement meublé. Alors, est-ce que finalement, ça change quelque chose sur la taxation des revenus fonciers? Parce que ça aussi, c'est évidemment une grande question qu'on se pose. Comment on taxe, en fait, tout simplement les revenus fonciers? Alors, au niveau des revenus fonciers, donc lorsqu'on fait une location nue, on est en revenu foncier. Lorsqu'on fait une location meublée, on est en BIC, ce qu'on appelle les bénéfices industriels et commerciaux. Donc les règles sont totalement différentes. Voilà. Donc là, il y a une vraie... Oui, il y a une vraie séparation au niveau de la fiscalité. Lorsqu'on loue donc en revenu foncier, les locations nues, il y a 2 régimes de taxation possibles. Il y a le régime du microfoncier ou le régime du réel. Oui. Donc, dans le régime du microfoncier, c'est assez simple. On déclare uniquement sur la déclaration donc 2042 qu'on est en train de faire le montant des loyers qui ont été perçus. Jusque-là, c'est simple. Jusque-là, ça va. Sur ce montant-là, l'administration va calculer un abattement forfaitaire de 30%. Et c'est donc 70% des revenus qui vont être imposés au barème progressif et à la CSEG. D'accord, donc ça c'est classique. C'est classique. C'est presque comme un impôt sur le revenu, finalement c'est progressif, sauf qu'on a donc ces 30% d'abattement sur le total des loyers perçus. Exactement. Donc bon choix, finalement, parce que... Pas forcément. Ah. Parce qu'il y a donc le régime après du réel. Le régime du réel... Qui parfois peut être plus avantageux. Qui peut être plus avantageux. On va faire l'arbitrage en fonction donc souvent des travaux. Parce qu'en fait, sur les revenus fonciers, on va déclarer les revenus et on va déduire des charges qui sont prévues par l'administration. On va retrouver les dépenses de travaux et d'amélioration, les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, les frais de gestion. Et c'est la différence donc, des loyers qu'on perçoit moins ces charges qui sont taxées. Donc si on rénove l'appartement au moment où on l'achète, on va avoir pas mal de frais qu'on pourra déduire, c'est ça, in fine, ou pas? Alors attention, ce sont vraiment les travaux de rénovation. Ce n'est pas des travaux de construction, d'agrandissement qui sont déductibles. Mais effectivement, on va faire l'arbitrage entre le régime du micro et le régime du réel lorsqu'il y a des travaux. J'imagine que d'une année sur l'autre, on peut basculer d'un régime à l'autre ou pas? Non, ce n'est pas si simple parce qu'une fois qu'on a fait l'option pour le réel, cette option est irrévocable pendant 3 ans. Donc en fait, on va être bloqué au réel. Donc vraiment, cet arbitrage, voilà, il faut le voir sur 3 ans avec le montant des travaux. Alors, c'est là où c'est important, peut-être de prendre le temps d'aller consulter un expert comptable pour faire le bon choix. Parce que on voit le gain que ça peut apporter dans la première année, mais si effectivement on est engagé sur plusieurs années, il faut quand même avoir l'esprit clair sur toutes ces choses-là. Oui, il vaut mieux anticiper, donc contacter votre expert comptable, ou si vous n'en avez pas, rapprochez-vous d'un expert comptable qui sera à même justement de répondre à l'ensemble de ces questions, parce que c'est vraiment au cas par cas où on va étudier en fait la situation. Et pour la location meublée alors, comment on est taxé? Parce que...
Pour la location meublée, ce sont des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, on a également 2 régimes. Le régime micro, BIC, ou le régime réel. Micro BIC, c'est assez simple. C'est également un montant qu'on reporte sur la déclaration de la 2042. Et là, on a un abattement forfaitaire de 50%. Là, on avait 30% tout à l'heure. Donc là, petit avantage à première vue. C'est ça. Il y a un premier avantage sur la location meublée au micro. Mais pas que des avantages ? Si, que de... Si, bon, bah voilà. Au niveau fiscal, oui. Bon, bah parfait. Donc, c'est l'unique façon de taxer les revenus locatifs. C'est le même choix qu'on propose, c'est ça Alors, c'est différent encore au régime du réel, parce que donc, au régime du réel, pareil, on va déclarer donc, les loyers encaissés et on va déduire un ensemble de charges. L'ensemble des charges, en fait, afférents à cet immeuble. Les charges afférentes à cet immeuble. D'accord, donc là c'est pareil, c'est toujours, on peut pas donner un conseil type en réalité. Il faut vraiment qu'on étudie le bien, les travaux éventuels, si on le loue, les fameuses charges qui vont incomber. Donc voilà, ça peut varier d'une situation à l'autre. Dans la location meublée, en pratique, donc dans les charges déductibles, on peut déduire en plus, et ça qu'on ne peut pas du tout le faire en revenu foncier, c'est l'amortissement du bien. L'amortissement, qu'est-ce que c'est ? C'est la dépréciation de l'immeuble dans le temps. Par exemple, un appartement que vous achetez 300 000 €, on va le déprécier sur 30 ans. Donc on va amortir, on va déduire en plus une charge de 10 000 € chaque année. Donc généralement, dans la pratique, on voit la location meublée non professionnelle, on la déclare au régime du réel. Voilà, donc le conseil, c'est ça, c'est évidemment monter un projet sérieux et étudier toutes ces options avec son expert comptable. Ça évitera de faire le mauvais choix parce que ça peut avoir un impact, vous l'avez dit, parce qu'on ne peut pas changer tous les 6 mois de régime. Je voudrais qu'on termine avec une dernière question. Un terme qu'on entend beaucoup, c'est le terme de démembrement, c'est ça ? Oui. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Alors le démembrement, simplement, pour l'expliquer simplement, le droit de propriété d'un immeuble est divisé en 2. D'une part, on a le droit d'usufruit. Oui. C'est le droit d'utiliser le bien ou le droit de percevoir les revenus, donc les loyers dans le cas d'un bien immobilier. Et après, on a le droit de nue propriété, qui est le droit de disposer du bien ou de recevoir en fait la pleine propriété du bien à l'extinction de l'usufruit. Donc, on va le conseiller généralement à nos clients dans le cadre justement de la succession. Les parents, au cours de leur vie, vont donner ou céder la nue propriété des parts de la SCI à leurs enfants. Et durant leur vie, ils vont pouvoir percevoir les loyers. Et au jour du décès, les enfants récupéreront la pleine propriété des parts de la SCI sans droit de succession. Alors voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Ouais. C'est une façon, je la pose clairement, mais d'éviter le problème des droits de succession, parce que ça pose de vrais soucis. Hein. Quand on hérite d'un appartement de 300 000 €, c'est un bel appartement, mais ce n'est pas non plus une villa dans les quartiers chics. On peut avoir parfois 20-30% de droits de succession et ne pas pouvoir les payer. Donc effectivement, quand on veut acheter un bien, qu'on a des enfants, c'est peut-être une solution de démembrer, on dit comme ça. Oui, c'est ça, de démembrer. Démembrer la SCI pour éviter ce petit désagrément. Exactement, et c'est pour ça qu'il faut vraiment anticiper et en parler à son expert comptable. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation, Maëva Peterbot. Je rappelle que vous êtes expert comptable, bien sûr, expert comptable au sein de l'Ordre Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, une émission que vous pouvez revoir sur nos différents sites internet, bien sûr, notamment celui du www.provenceazur-tv.fr. Merci de votre fidélité et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau rendez-vous des experts.